Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo explicative qui concerne cette fois le 9e chapitre d'Histoire et aussi le dernier, dans lequel on va parler de la Chine des Han. Alors, la Chine, je pense que vous voyez ce que c'est. En revanche, les Han, peut-être pas. Les Han, c'est le nom d'une dynastie, c'est-à-dire d'une famille d'empereurs chinois. Et donc, dans ce chapitre, on va étudier la Chine pendant le règne de cette famille d'empereurs, de cette famille de rois, si vous préférez. D'accord? Alors, en introduction, on va, comme d'habitude, essayer de se repérer dans l'espace et dans le temps. Donc on a ici une carte qui nous montre l'Europe et l'Asie au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc au 1er siècle après Jésus-Christ, vous le savez, autour de la mer Méditerranée, on a l'Empire romain, d'accord, qui concentre 60 millions d'habitants. Et donc à cette époque-là, au niveau de la Chine actuelle, on a notre empire, donc l'empire qui va nous intéresser dans ce chapitre, donc l'empire chinois, vous voyez, qui concentre également 60 millions d'habitants. Alors, c'est pas les seuls empires qui existent à cette époque-là, il y en a d'autres qu'on n'étudiera pas, mais l'empire romain, on en a déjà pas mal parlé en cours, maintenant on va s'intéresser à cet empire-là. Okay. Au niveau du temps, où est-ce qu'on se situe? Donc vous voyez qu'on est toujours au niveau de l'Antiquité, donc dans la période de l'Antiquité, et on va surtout s'intéresser à une période donc qui va de moins 206 globalement au 3e siècle après Jésus-Christ. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? À partir du 2e millénaire avant Jésus-Christ, plusieurs royaumes apparaissent en Chine et se font sans arrêt la guerre. Mais au 3e siècle avant Jésus-Christ, le roi Qin réunit tous ses royaumes en un seul et devient le premier empereur de Chine. À sa mort, une nouvelle dynastie, donc une nouvelle famille d'empereurs est créée, les Han, qui règnent sur la Chine entre 206 avant Jésus-Christ et 220 après Jésus-Christ. Pendant leur règne, on le verra, la Chine s'est beaucoup développée et son territoire s'est agrandi. Okay. Donc la question clé qu'on va se poser dans ce chapitre, c'est comment s'organise la Chine à l'époque de la dynastie Han. On va commencer par un grand 1, les Han développent le commerce. Avec un grand A, la route de la soie, un lien commercial entre l'Orient et l'Occident. La route de la soie, si ça vous dit rien, c'est normal, c'est ce qu'on va expliquer dans cette partie. Alors déjà ici, vous voyez qu'on a un petit rappel, parce qu'on en avait déjà parlé dans un autre chapitre, on sait que dans l'Antiquité, il y avait des échanges commerciaux entre l'Europe, donc qui était occupée par l'Empire romain, et la Chine. Est-ce que vous vous rappelez donc quels sont les produits qui étaient transportés d'ici jusque-là, donc de la Chine jusqu'à l'Europe? Ces produits, c'était surtout la soie, d'où l'appellation route de la soie. Pour ceux qui ne s'en rappellent pas, la soie c'est un tissu très très précieux qui est tissé à partir du cocon, en fait, du fil que produit un ver, qu'on appelle le ver à soie. C'est un tissu qui est très très doux, qui est très luxueux, c'est aussi un tissu très brillant. Il met énormément de temps à se faire à cette époque-là, donc c'est un produit de très très grand luxe, et on ne sait le faire qu'en Chine. On ne peut pas le fabriquer ailleurs durant l'Antiquité. À cette époque-là, si on veut de la soie, il faut forcément la faire venir de Chine. Il y a d'autres produits donc qui viennent de Chine, mais ce qui nous intéresse c'est surtout la soie, et on voit en fait que pour la faire venir en Europe, la soie va passer par une route qu'on appelle la route de la soie, mais je vous en dis pas plus, on verra ça dans un instant. Donc, les marchandises qui sont achetées par les Romains en Orient, c'est la soie et les épices, même si les épices peuvent venir d'ailleurs. Donc, on va se demander, en regardant les documents pages 158 et 160, par quels moyens est-ce que ces produits arrivaient jusque dans l'Empire romain? Comment est-ce qu'on les transportait? Parce que là, ici, on a la route, mais comment est-ce qu'on se déplaçait sur cette route? Alors, vous avez ici donc une peinture chinoise qui vous montre donc ce qu'on appelle une caravane. Une caravane, c'est un groupe de marchands qui se déplacent ensemble. Alors, il faut bien regarder, parce que vous voyez que le dessin est pas forcément extrêmement réaliste, mais donc vous avez les marchands, on les repère ici, et essayez de regarder ici, à votre avis, quel est l'animal représenté. Le marchand, il est sur quel animal là?
Si vous avez pensé à un dromadaire ou un chameau, eh ben vous avez la bonne réponse. Donc c'est ces marchands en fait qui partaient donc pour vendre la soie jusque dans l'Empire romain, se déplaçaient donc sur des dromadaires ou sur des chameaux. Pourquoi on utilisait donc ces animaux-là et pas par exemple des chevaux? Bah, comme vous le savez sans doute, les dromadaires et les chameaux peuvent se déplacer sur de longues distances sans avoir besoin de boire. Or, si je reviens sur la carte, entre la Chine et donc l'Empire romain, il faut traverser des déserts ou des zones semi-désertiques. Donc pour se déplacer, le plus simple était donc de se déplacer avec des chameaux ou des dromadaires. Et donc c'est ça qu'on appelle une caravane, les marchands se déplaçaient comme ça. Alors la plupart des marchands ne faisaient pas tout le voyage, hein. Ils vendaient à d'autres marchands sur la route et petit à petit les produits arrivaient jusqu'ici. Mais ça j'aurai l'occasion de vous en reparler quand on verra en détail donc la route de la soie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Au 1er et 2e siècle, les marchandises rares achetées par les Romains, comme la soie ou les épices, viennent d'Asie, donc les épices viennent surtout d'Inde, et la soie vient de Chine, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut uniquement la fabriquer là-bas. Ces produits arrivent jusqu'au rivage de la mer Méditerranée, donc jusque dans l'Empire romain, par des caravanes. Donc une caravane, c'est un ensemble de marchands qui voyagent ensemble avec des chameaux ou des dromadaires pour transporter des marchandises. Alors, quelque chose que je n'ai pas expliqué, c'est pourquoi les marchands donc se déplacent en groupe. Les marchands ne se déplacent jamais seuls parce que en cas d'attaque, ils sont plus forts à plusieurs. Donc ils formaient des gros groupes, parfois il y avait aussi des gens qui n'étaient pas marchands mais qui étaient engagés par eux pour les protéger. Comme ça, au cas où ils étaient attaqués par des voleurs ou des brigands, ils pouvaient se défendre plus facilement que si c'était juste un marchand en fait qui se déplaçait. De plus, le voyage était très long, très dangereux, donc ils le faisaient vraiment en gros groupes, souvent plusieurs dizaines de marchands qui voyageaient ensemble. Donc une caravane, encore une fois c'est ça, c'est un groupe de marchands qui se déplacent ensemble à dos de chameaux ou de dromadaires. Pourquoi on utilisait des chameaux ou des dromadaires? Bah parce que ces animaux peuvent marcher très longtemps sans avoir besoin de boire, et cette capacité était très utile parce qu'il fallait traverser des déserts. On continue, document 4, page 161, pardon. Quel est le trajet emprunté par les commerçants venus d'Asie? Quel nom lui donne-t-on? D'où part cette route et où est-ce qu'elle arrive? Alors, ça, on l'a déjà globalement vu, hein. Donc, j'affiche tout. Les marchands qui viennent vendre de la soie ou des épices, donc jusque dans l'Empire romain, partent la plupart du temps de Luoyang. Luoyang, c'est la capitale à cette époque-là de l'Empire chinois. Et ils suivent une route, donc celle que je suis avec la souris là. Vous enlevez la caméra, vous verrez mieux. Donc ils partent de Luoyang, ils suivent une route comme ça, qui traverse l'Asie centrale et qui arrive au bord de la mer Méditerranée. D'accord? Cette route, vous voyez en légende qu'on l'appelle la route de la soie. Alors, il y en a deux, mais la principale, c'est celle-là. Hein. D'accord? Celle qui passe en haut. Voilà, et qui va jusqu'à Antioche, ici. Donc, on voit que cette route, elle est très longue, parce que si vous regardez la légende ici, vous voyez que ce trait-là fait 1000 km. Donc, à peu près, si on regarde, donc 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 km, en sachant que là, j'ai pas compté les détours, donc on est à presque 8000 km donc, pour cette route de la soie, pour amener la soie jusque dans l'Empire romain. D'accord? Alors, plusieurs questions vont se poser. Premièrement, est-ce que ça vaut le coup de faire 8000 km juste pour aller vendre un produit donc autour de la mer Méditerranée pour que les Romains l'achètent? Alors oui, ça vaut le coup à cette époque-là parce qu'encore une fois, la soie est extrêmement chère et donc les marchands qui vont vendre la soie peuvent gagner énormément d'argent. Évidemment, ils ne feraient pas tout ce voyage pour un produit qui vaut pas beaucoup d'argent, d'accord? La soie, je crois que vous avez une illustration, voilà. Donc là, vous avez une illustration, donc c'est la page de droite qu'on regarde, hein.
Voilà, vous avez une romaine ici qui porte une robe en soie, uniquement, donc la soie est très à la mode à cette époque-là dans l'Antiquité, mais uniquement chez les personnes qui sont très très riches, et donc les marchands qui vont vendre la soie vont gagner énormément d'argent. Donc pour eux, ça vaut le coup de faire 8000 km. Évidemment, 8000 km à dos de chameau ou de dromadaire, c'est très long, donc les marchands mettaient plusieurs mois pour arriver jusque-là. La plupart du temps, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas le même marchand qui part de Luoyang et qui arrive jusqu'à Antioche ici. Beaucoup de marchands en fait vont revendre à d'autres marchands petit à petit, et donc la soie va passer de marchand en marchand tout le long de la route de la soie jusqu'à ce qu'elle arrive ici, et à chaque fois donc les vendeurs les vendent de plus en plus cher. Ok? Donc, on repasse donc sur le cours. Vous avez un petit à retenir. Donc les marchands venus d'Asie suivent une route qui part de Luoyang, la capitale de l'Empire chinois, et qui arrive sur le littoral, donc sur le bord de la mer Méditerranée. Ils parcourent environ 8000 km en passant au nord de l'Inde, en Mésopotamie, avant d'arriver au Moyen-Orient. Cette route s'appelle la route de la soie. Donc là, je vous ai mis une autre carte, qui est à peu près la même que celle qui se trouve dans votre livre. Hein. Donc vous voyez, la route de la soie part de la capitale Luoyang, elle traverse comme ça l'Asie centrale, elle va traverser aussi une partie de l'Asie mineure, une partie ici de la Mésopotamie, et arriver, donc là on la voit pas mais elle est ici, sur les rives de la mer Méditerranée. D'accord? Donc cette route est surtout utilisée pour que des marchands amènent de la soie de Chine jusque donc dans l'Empire romain, où elle était revendue très très cher, et donc ça permettait aux marchands chinois de gagner beaucoup d'argent. Alors maintenant qu'on sait ça, on va se poser la question de l'origine de la route de la soie, c'est-à-dire comment est-ce que cette route a été créée? Est-ce que c'est des marchands en fait qui se sont dit tiens, est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller vendre la soie très très chère dans l'Empire romain pour gagner de l'argent, et qui ont comme ça créé leur route un peu comme ils le pouvaient? Pas du tout, en fait, à la base, la route de la soie, elle n'a pas du tout été créée pour le commerce, elle a été créée puisqu'en fait, la Chine était attaquée par des peuples nomades qui venaient du nord, donc qui venaient de l'actuelle Russie et l'actuelle Mongolie. D'accord? Ces peuples, donc, qui venaient des steppes du nord, étaient de très très bons cavaliers, et ils attaquaient comme ça l'Empire chinois pour lui voler en fait donc ses richesses. Il attaquait, c'était des guerriers qui attaquaient des villes, qui volaient beaucoup de choses, et hop, ils retournaient chez eux. Donc l'empereur, donc à cette époque-là c'est l'empereur Wu, hein, c'est plus Qin, c'est Wu, est embêté par ça, il voudrait bien se débarrasser une bonne fois pour toutes de ces peuples nomades du Nord qui l'attaquent, et donc il va charger un émissaire, il va charger un messager en fait, d'aller donc vers l'ouest pour trouver d'autres rois en fait qui voudraient bien faire une alliance avec lui pour se battre contre les nomades du Nord. Donc on a un émissaire, un messager si vous voulez, qui va partir de Luoyang, qui va voyager par ici. Donc à cette époque-là, la route de la soie n'existe pas encore. Hein. Bon, je vous passe les détails. Entre-temps, il va être kidnappé donc par des nomades justement, mais il va réussir à s'échapper, et il va réussir finalement à arriver ici, dans un petit royaume qu'on appelle le Ferghana. D'accord? Donc il est quand même assez loin de chez lui à ce moment-là, et il va demander donc au roi du Ferghana s'il accepte de faire une alliance avec l'empereur chinois pour se battre contre les nomades du Nord. Et le roi du Ferghana, il n'est pas trop intéressé par la proposition, il dit non, moi je veux pas en fait faire d'alliance avec l'empereur chinois, ça m'intéresse pas, moi les nomades du Nord, ils me posent pas de problème, c'est pas comme vous, donc je ne ferai pas d'alliance. Mais avant de repartir, l'envoyé chinois repère en fait donc dans ce royaume-là des chevaux qu'il n'avait jamais vus. Donc en Chine, il y avait déjà des chevaux, mais c'était des chevaux de trait, c'est-à-dire c'est des animaux qui sont assez lourds, qui sont pas très adaptés pour faire la guerre, ils courent pas vite, ils sont voilà, ils sont pas adaptés en fait pour courir sur les champs de bataille, pour supporter les guerriers, etc. Ils peuvent faire donc aider à faire des travaux agricoles, mais c'est tout. Et là, donc dans ce royaume du Ferghana, l'envoyé de l'empereur chinois découvre donc des chevaux
qu'il n'avait jamais vus et qu'il va appeler des chevaux célestes. Alors, les chevaux célestes, vous en avez des représentations ici, c'est des chevaux, alors pas des chevaux de course, mais ils sont beaucoup plus légers, beaucoup plus rapides que les chevaux qu'il y avait à cette époque-là en Chine. Donc l'émissaire rentre chez lui, le messager en fait va revenir donc à la capitale Luoyang, et il va expliquer donc ce qui s'est passé à l'empereur. Il va dire, bah écoutez, le roi du Fergana veut pas faire d'alliance avec vous, il n'en voit pas l'intérêt, mais par contre, au cours de mon voyage, j'ai trouvé des chevaux qu'on connaît pas, magnifiques, donc une race de chevaux qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus rapide donc que les nôtres, tout en étant rapide. Ça pourrait être une bonne idée d'aller en acheter au Fergana, d'en acheter beaucoup, pour en équiper notre armée. Comme ça, on aurait des cavaliers qui seraient beaucoup plus efficaces et qui, peut-être, pourraient enfin rivaliser avec les nomades des steppes. L'empereur trouve que c'est une excellente idée, et donc il va renvoyer des personnes à lui pour aller acheter des chevaux au Fergana. Et ça, c'est l'origine de la route de la soie. C'est comme ça, en fait, pour ça que la route a été créée. La route de la soie a été créée pour que les Chinois aillent chercher des chevaux jusqu'au Fergana. La partie, en fait, suivante de cette route, celle-là, elle a été créée par les marchands de soie, même si des parties existaient déjà, mais tout ça, là, ça a été créé pour aller chercher des chevaux achetés au Fergana et les ramener ici en Chine pour renforcer l'armée chinoise. Donc, tout ça on passe, c'est ce que je viens de vous expliquer, hein. À retenir. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, l'empereur Wu cherche à protéger l'empire chinois des attaques qui viennent des peuples du Nord, donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour ça, il souhaite faire une alliance militaire entre son peuple, les Han, et d'autres peuples d'Asie. Alors une alliance militaire, c'est un contrat qu'on passe, où en gros on dit, bah, si quelqu'un m'attaque, tu dois me protéger, si quelqu'un t'attaque, je dois te protéger. D'accord, je dois venir faire la guerre avec toi. Il envoie donc au royaume de Fergana, qui se trouve en Asie centrale, un homme pour discuter de cette alliance. Mais le roi de Fergana ne veut pas faire d'alliance militaire. Par contre, l'envoyé des Chinois découvre qu'à cet endroit-là, il y avait des chevaux de guerre très rapides et résistants. Donc je vous ai mis une illustration ici. Donc encore une fois, en Chine, il y avait déjà des chevaux, ils connaissaient les chevaux, mais pas cette race-là. Les Chinois avaient des chevaux très lourds, des chevaux de trait, si vous voyez ce que c'est. Donc des chevaux qui sont pas très adaptés pour la guerre, parce qu'ils sont vraiment pas très rapides et pas très maniables. Une fois rentré en Chine, il en parle à l'empereur. L'empereur est très intéressé parce qu'il n'avait encore une fois pas ce genre de chevaux en Chine, et il sent que ça pourra l'aider pour faire la guerre. Il demande donc à son messager de retourner à Fergana pour en acheter, et c'est comme ça que s'est créée la route de la soie, d'abord pour amener des chevaux en Chine, puis, une fois qu'ils en ont eu assez, la route a été utilisée par les marchands pour ramener des marchandises, notamment de la soie, jusqu'en Méditerranée. D'accord? Donc ça nous explique comment la route de la soie a été créée. On passe au grand 2, un empire consolidé par l'empereur. Comme d'habitude, alors je sais que je répète à chaque fois, mais c'est pas grave, ne faites pas tout le cours en une seule fois. Si vous avez déjà fait, enfin vous venez de faire le 1, faites une pause, vous regardez en fait à combien de temps vous en êtes sur la vidéo, et vous arrêtez là, vous reviendrez demain ou après-demain ou le jour d'après, vous avez le temps, et avant de commencer le grand 2, vous relirez en fait toute la première partie sur votre cours pour vérifier que vous avez bien compris et que vous avez bien mémorisé. D'accord? Donc moi je continue, mais faites des pauses. Donc, grand 2, un empire consolidé par l'empereur avec un grand A, des frontières sécurisées. Donc, je vous ai expliqué tout à l'heure que l'empereur réussit à avoir des chevaux du Fergana, donc qui vont aider sa cavalerie à être plus efficace. Et à ce moment-là, l'armée chinoise va être beaucoup plus efficace, va beaucoup plus gagner les batailles contre les nomades. Néanmoins, c'est pas efficace à 100%, il continue quand même d'y avoir donc des attaques. Donc,
Ce que les Chinois vont décider de faire, ce que les empereurs chinois vont décider de faire, donc parce que vous voyez, il y a des nomades en fait qui continuent de les attaquer. Alors avec les chevaux, ça va un peu mieux, les Chinois arrivent un peu mieux à se battre contre eux, mais quand même ces attaques leur font perdre beaucoup d'argent. Donc ils vont décider de construire une gigantesque muraille en fait, donc à leur frontière nord, pour se protéger des attaques de ces nomades. Cette muraille, vous en avez probablement déjà entendu parler, on l'appelle la Grande Muraille de Chine. D'accord? Donc elle fait plusieurs milliers de kilomètres de long et elle a été construite, alors ça a pris des siècles pour la construire évidemment, on l'a pas construite en un an. Elle a été construite pour se protéger des nomades. Alors vous avez donc une illustration, c'était peut-être avant, non, c'est pas très grave parce que j'en ai mis une là. Donc, les chevaux de Ferghana sont utilisés par l'empereur Wu pour améliorer son armée grâce à des cavaliers, donc qui sont des soldats à cheval, qui se déplacent rapidement avec une lance. L'Empire peut se défendre et faire des conquêtes pour s'agrandir. Donc non seulement grâce aux chevaux du Ferghana, les Chinois vont pouvoir se défendre mieux, mais l'armée est tellement meilleure qu'ils vont maintenant pouvoir attaquer d'autres royaumes pour prendre leur territoire et agrandir le leur. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, les empereurs de Chine font construire une grande muraille près de la frontière nord, donc encore une fois pour se protéger des attaques des nomades. Ces remparts doivent empêcher les attaques des peuples du nord, mais aussi protéger les marchands qui utilisent la route de la soie. Au total, la Grande Muraille de Chine fait plus de 6500 km de long, donc une muraille c'est un long mur très haut et très solide. Je vous ai mis une photo ici, donc c'est ce que je cherchais tout à l'heure. Donc vous voyez que vous avez un long mur. Donc ici, il faut imaginer qu'on avait des soldats qui se déplaçaient et qui surveillaient donc l'arrivée potentielle de nomades. On avait des tours où les soldats pouvaient dormir, manger, se reposer, etc. Il y avait des archers, donc des personnes avec des arcs et des flèches, donc prêts à se défendre contre les attaques des nomades. Donc juste, il faut imaginer quelque chose, les nomades en fait faisaient des attaques rapides, ça veut dire que ils venaient pas vraiment pour faire une invasion. Quand les nomades passaient, avant que le mur n'existe, ils allaient dans la ville ou le village le plus proche, ils tuaient les gens, ils prenaient les richesses et ils rentraient chez eux, d'accord? C'était ce genre d'attaque-là. Donc la muraille, elle est surtout construite en fait pour empêcher les chevaux de passer. D'accord? Et donc pour déjouer ce type d'attaques qui sont des attaques rapides. Ok? Donc voilà pour la construction de la muraille de Chine. On passe au grand B, une politique de conquête. Donc là, on a le à retenir directement, mais je vais quand même vous remontrer donc la carte. Grâce à son armée donc qui est renforcée par les chevaux du Ferghana, grâce aussi au fait que grâce à la muraille de Chine, donc les empereurs chinois sont un peu plus tranquilles, ils ont moins à utiliser leur armée pour se battre contre les nomades, puisque maintenant il y a la muraille. Donc les empereurs chinois vont pouvoir faire des conquêtes, donc notamment au sud, là ici, donc cette partie-là qui s'affiche. Donc ils vont conquérir ça au IIIe siècle après Jésus-Christ. Vous avez aussi donc cette partie-là, d'accord, qui là aussi va être rajoutée par les empereurs Han pour sécuriser la route de la soie. Donc je vous la remets, vous voyez qu'en fait ils ont conquis des territoires le long de la route de la soie pour contrôler plus facilement cette route et donc empêcher qu'il y ait des brigands, des voleurs ou que d'autres rois demandent des taxes aux marchands. Donc pour vraiment contrôler au maximum le commerce de la soie et récupérer le plus d'argent possible. Donc entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, les Han font de nombreuses conquêtes militaires. Grâce à ces conquêtes et à la protection de la Grande Muraille, le territoire des Han s'est beaucoup agrandi vers le nord et vers l'ouest, le long de la route de la soie. Donc encore une fois, ils conquièrent des territoires le long de la route de la soie pour protéger cette route. Donc,
À ce moment-là, donc au 1er siècle après Jésus-Christ, les Han commandent alors un très grand empire. Donc l'apogée de l'empire des Han, c'est bien le 1er siècle après Jésus-Christ, c'est le moment où il est le plus grand. Donc c'est marqué ici, le moment où l'empire des Han est le plus puissant, ce qu'on appelle l'apogée, c'est le 1er siècle après Jésus-Christ. Ok ? Grand C, de nombreuses inventions. Donc dans cette dernière partie, on va voir que donc sous le règne des Han, on a de nombreuses inventions, de nombreuses découvertes qui sont faites. On va prendre la page 162. Donc sous le règne des Han, on va avoir plusieurs inventions. Donc il y en a qui étaient déjà connues. Donc vous avez deux colonnes, hein. Vous avez ici, enfin 3 colonnes, pardon, les inventions ou les techniques. Vous avez la date à laquelle ça a été inventé en Chine et la date à laquelle ça arrive en Occident, donc en Europe pour faire plus simple. Donc la première chose, c'est la soie qui est inventée en Chine à la fin du 2e millénaire avant Jésus-Christ, mais qui arrive donc en Occident seulement au 6e siècle après Jésus-Christ. D'accord ? On va passer sur ces deux choses-là. Donc pour nous intéresser donc à la brouette, donc qui permet, je pense que vous voyez tous que c'est une brouette, donc qui permet de soulever des charges lourdes avec une roue, qui est inventée au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc en Chine, et qui est introduite en Occident seulement à partir du 13e siècle, donc longtemps après, plus de 1000 ans plus tard. Le papier est aussi inventé en Chine au 2e siècle avant Jésus-Christ, mais n'arrive en Occident qu'au 13e siècle après Jésus-Christ. Et la boussole, pareil, inventée en Chine au 2e siècle après Jésus-Christ et arrivée en Occident 1000 ans plus tard. Donc, sous la dynastie, sous le règne des Han, vous voyez, et là encore c'est que des exemples, hein, il y a d'autres inventions, vous voyez qu'il y a beaucoup d'inventions importantes qui sont donc qui arrivent à cette époque-là. Et ça nous montre que sous le règne des Han, l'empire est prospère. Ça veut dire que on invente des choses, le commerce en fait se passe bien, malgré en fait des guerres de conquête, les gens se sentent en sécurité à l'intérieur de l'empire. Donc tout ça, ça va amener des découvertes importantes. Donc, sous les Han, l'Empire chinois se développe beaucoup. Les Chinois développent leur médecine, les mathématiques et l'astronomie, donc tout ça, c'était pas présent dans les documents, mais on le rajoute. Donc l'astronomie, c'est l'étude des étoiles. Il va aussi y avoir de nombreux progrès en mathématiques, en médecine, on l'a dit. Ils vont inventer, donc ça on en avait parlé, le papier. Ils vont aussi inventer la porcelaine. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, la porcelaine c'est un matériau qui sert surtout à donc fabriquer de la vaisselle. Alors de la vaisselle précieuse, hein, la porcelaine c'est assez précieux, et aussi des vases, donc des beaux vases en porcelaine. Donc ça aussi c'est inventé en Chine. Donc il y a aussi d'autres choses qu'on n'a pas mis, mais la boussole, la brouette, etc. Donc sous la dynastie des Han, il y a donc un développement donc des sciences et des techniques en Chine, ainsi que de l'art chinois qui va se développer, donc notamment la calligraphie, le fait de tracer donc les caractères chinois, mais aussi la peinture, donc on en a vu un exemple tout à l'heure, et cet art chinois, donc notamment les peintures et la calligraphie, va se développer et se vendre, donc c'est cet exemple-là dont je vous parlais, hein. Cet art va se vendre jusqu'en Occident également, d'accord ? Donc, sous le règne des Han, encore une fois, la Chine est prospère, ça veut dire que les habitants se sentent en sécurité, le commerce, donc notamment de la soie, mais il y en a d'autres aussi, se développe, et on invente de nombreuses choses. En conclusion, les Han ont su protéger et étendre leur vaste empire, la route de la soie leur a permis de profiter du commerce avec l'Occident, et sous leur règne, la civilisation chinoise a pu se développer, donc ça c'est ce qu'on vient d'expliquer. Sous leur règne, il y a eu de nombreuses inventions.
Voilà, et bien écoutez, on arrive au bout de ce chapitre. J'espère avoir été clair et vous avoir permis de mieux comprendre donc cette leçon. Si jamais vous avez des questions ou si jamais il y a quelque chose qui peut-être était peu clair, vous n'hésitez pas donc à m'envoyer un mail sur le NT, ou sinon vous pouvez aussi patienter, si ça vous gêne pas trop, vous pouvez aussi patienter jusqu'au live et je vous tiendrai au courant par mail donc de la tenue de ce live pour répondre à vos questions. Voilà, bah, j'espère que vous vous portez bien, bon courage pour le travail et je vous dis à bientôt.